Bonjour à tous. On répète souvent que la science serait affaire d'observation, et même qu'il suffirait d'observer pour comprendre. L'idée, c'est finalement que le monde serait à la fois exhibitionniste et très pédagogue en matière de lui-même. Il suffirait de regarder les phénomènes tels qu'ils se déroulent autour de nous, et puis à partir de déduction, de trouver les lois qui gouvernent les phénomènes. Ce que je voudrais vous montrer, à partir de l'exemple de la chute des corps, c'est que les choses ne sont pas aussi simples. Les vraies lois de la chute des corps, qui régissent donc la façon dont les corps tombent, ont été trouvées non pas par des expériences directes, mais par ce qu'on appelle des expériences de pensée. Ce sont des sortes de stratagèmes intellectuels par lesquels on parvient à faire décoïncider le monde de ce qu'il nous montre, en posant des questions, en inventant des situations auxquelles on peut penser mais qu'on ne peut pas forcément réaliser facilement. Alors, la chute des corps, elle a été décrite d'abord par Aristote, dans un livre qui s'intitule « Le traité du ciel ». Et Aristote dit, finalement, plus un corps est massif, plus il tombe vite. Et cette loi va être enseignée pendant des siècles, même si elle est un peu bizarre, parce que ce que dit Aristote en détail, c'est que plus un corps est lourd, plus il tombe vite. Donc pour lui, une pierre, par exemple, qui serait 100 fois plus massif qu'une autre pierre, tomberait 100 fois plus vite. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Pas vraiment, mais cette loi va faire autorité. Et au XVIIe siècle, un certain Galilée va se poser la question de savoir si cette loi est vraiment vraie. Alors il fait des expériences. Par exemple, il fait tomber des cailloux dans de la mélasse. Il voit que les cailloux sont ralentis, puis finissent par s'arrêter. Il fait tomber des cailloux dans l'eau. Ils sont moins ralentis que dans la mélasse. Il les fait tomber dans de l'air. Ils vont plus vite que dans l'eau. Et il se demande, mais qu'est-ce qui se passerait si ces objets tombaient dans un milieu qui n'oppose aucune résistance au mouvement? Et ce milieu, c'est le vide. À l'époque, personne ne pense que le vide existe, mais Galilée se dit, peu importe qu'il existe ou non, c'est un milieu de pensée. C'est un milieu dans lequel je pourrais imaginer la façon dont les corps se déplacent ou bien chutent. Et ça serait tellement plus simple que dans la vie ordinaire que les lois que j'obtiendrais pourraient être mathématisées. Et en 1604, il énonce une loi qui est la première loi de la physique moderne. Il dit que tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse, s'ils tombent dans le vide. Et finalement, la vitesse de chute d'un corps est simplement proportionnelle à la durée de la chute. Par exemple, un corps qui tombe depuis 2 secondes va 2 fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde. Un corps qui tombe depuis 100 secondes va 100 fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde, etc. Et ça donne une loi mathématique très simple. La vitesse est proportionnelle à la durée de la chute et elle ne dépend pas de la masse des corps. L'exemple qu'il prend est d'ailleurs très parlant. Il dit une meule de moulin tombe à la même vitesse qu'un grain de sable. Ce qui n'est pas ce que nous voyons. Parce que nous faisons tomber des corps dans l'air, il y a une résistance, il y a une résistance de l'air, il y a une poussée d'Archimède qui crée la différence de vitesse que nous observons. Mais la question c'est, à une époque où on ne pouvait pas faire le vide, comment est-ce que Galilée a pu se convaincre que sa loi était la bonne? Eh bien, il a inventé une expérience de pensée qui a démontré que la loi d'Aristote, à laquelle tout le monde croyait, ne pouvait pas être vraie parce qu'elle aboutit dans certaines situations à des contradictions qui montrent qu'elle est fausse. L'expérience de pensée qu'il a inventée est mise dans la bouche de Salviati, l'un des personnages de son livre « Discours sur 2 sciences nouvelles ». Voilà ce que dit Salviati. Il dit « Supposons qu'Aristote a raison quand il dit qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger. C'est l'hypothèse de départ. Donc je prends à ma gauche une grosse pierre, à ma droite une petite pierre. Donc Aristote me dit que la grosse, si je la laisse tomber d'une certaine hauteur, va tomber plus vite que la petite. Très bien. Mais l'expérience de pensée commence quand Salviati imagine qu'il va relier la grosse pierre et la petite pierre par une ficelle. Donc il forme un système qui est plus lourd que la grosse pierre toute seule. Que se passe-t-il? C'est Salviati qui pose la question. Que se passe-t-il si je laisse tomber l'ensemble d'une certaine hauteur? Et que dit Aristote? Aristote dit l'ensemble est plus lourd que la grosse pierre. Donc va tomber plus vite que la grosse pierre. Mais en même temps, la petite pierre, pendant la chute, qui tombe moins vite que la grosse, va tendre la corde
et faire parachute, c'est-à-dire ralentir la chute de la grosse pierre. Donc l'ensemble va tomber moins vite que la grosse pierre toute seule. Donc la même loi d'Aristote, dans cette situation, indique que ça va tomber plus vite et que ça va tomber moins vite. Il y a donc une contradiction. Comment résoudre la contradiction? Eh bien, en disant que la grosse pierre tombe exactement à la même vitesse que la petite pierre, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Cette loi oblige à réinterpréter l'observation, puisqu'elle la contredit, en disant finalement, quand on laisse tomber des cordes ailleurs que dans le vide, il y a des forces qui se manifestent en plus de la gravitation, et ce sont ces forces, et seulement elles, qui expliquent les différences de vitesse de chute que nous observons. Autrement dit, l'erreur d'Aristote a été de faire porter à la gravitation des effets qui ne viennent pas d'elle. Et ça va complètement changer la suite de l'histoire. Ça va ouvrir à une théorie de la gravitation qui a été formulée par Newton. Et puis, quelques siècles plus tard, en 1909, un autre grand esprit qui s'appelle Albert Einstein, rentrant de déjeuner, alors qu'il travaille au bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, a une idée. Il fait une expérience de pensée, lui aussi, dans laquelle il met en scène son propre corps. Il imagine que son corps tombe en chute libre. Et ça provoque en lui une réaction qui est en fait une émotion. Il va comprendre, il va avoir ce jour-là l'idée dont il dira plus tard qu'elle a été la plus heureuse de sa vie. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai compris, dit-il, ce jour-là, qu'une personne qui tombe en chute libre ne sent pas son propre poids. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je tombe, les objets qui tombent avec moi, par exemple mon stylo, si je le lâche alors que je suis en train de tomber, comme il tombe à la même vitesse que moi, c'est ce que dit Galilée, bien qu'il n'ait pas la même masse que moi, il tombe à la même vitesse que moi. Donc par rapport à moi, il ne tombe plus. Et donc je vois le stylo en impesanteur, en lévitation. Comme s'il ne subissait pas la gravitation, alors que moi-même, comme lui, je la subis. Autrement dit, le fait de tomber sous l'effet de son poids semble annuler dans mon voisinage la gravitation qui me fait tomber. Autrement dit, la chute des corps met la gravitation hors du spectacle. Je ne la vois plus. Ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que hors du spectacle, c'est l'anagramme de la chute des corps. Je passe. Mais ce que comprend Einstein finalement, c'est qu'on ne sent la gravitation que si une force s'oppose à elle. Par exemple, là, je suis debout sur le plancher, je sens mon poids parce qu'il y a une réaction du plancher qui s'oppose à mon poids et qui me fait sentir mon poids. Mais si aucune force ne vient s'ajouter ou s'opposer à la gravitation, je ne sens plus la gravitation. Et Einstein va énoncer un principe qui s'appelle le principe d'équivalence. Il y a une équivalence entre l'accélération et la gravitation. L'accélération que provoque la gravitation semble annuler la gravitation. Et réciproquement, une accélération peut mimer la gravitation. Ce principe d'équivalence, qui va retravailler pendant des années, va le conduire à publier en 1915 une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale. Et c'est une théorie qui change complètement la façon de la comprendre. La gravitation n'est plus une force qui s'exerce au travers de l'espace entre des corps massifs, les corps s'attirant les uns les autres. La gravitation devient une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Et ça va conduire Einstein à prédire, par exemple, que même la lumière subit la gravitation. C'est-à-dire que la lumière peut être déviée par la gravitation qui déforme l'espace-temps. Elle peut être courbée par la présence d'un objet massif, par exemple le Soleil. En 1919, il y a eu une éclipse totale du Soleil dans l'hémisphère sud. Et un astronome anglais qui s'appelle Arthur Eddington monte des expéditions qui vont permettre d'observer cette éclipse et à cette occasion de montrer qu'Einstein a raison, la lumière est bien déviée par la gravitation, bien qu'elle soit sans masse. Einstein va devenir célèbre, il va être à la une de tous les journaux dans le monde entier. À l'époque, il vit à Berlin. Ses enfants, ses deux fils, vivent à Zurich avec leur mère. Et le second de ses fils, qui a 12 ans à l'époque, écrit à son père en lui disant « Mais papa, pourquoi est-ce que tu es célèbre? Qu'est-ce que tu as fait pour être si célèbre ?» Et Einstein lui répond par lettre « Quand un scarabée aveugle
marche sur une feuille, il ne se rend pas compte que la feuille est courbée. Moi, Einstein, ton père, j'ai compris la courbure de l'espace. Ce qui est extraordinaire, c'est que à l'époque où Einstein a publié sa théorie, on avait très peu de données sur l'univers. On ne savait pas que l'univers est en expansion, on ne savait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre, on ignorait d'où vient que les étoiles brillent, puisqu'on n'avait pas encore découvert les forces nucléaires qui sont responsables des processus par lesquels les étoiles émettent de la lumière, de l'énergie. Et donc, la théorie d'Einstein, qu'on utilise encore aujourd'hui quand on étudie l'univers, est une théorie qui a été découverte presque sans qu'on ait de données. C'est simplement par des expériences de pensée, par des expériences par lesquelles on imagine un monde contrefactuel. Qu'est-ce qui se passerait si que des physiciens, des génies en l'occurrence, Galilée, Newton, Einstein, ont découvert des lois qui ont permis non seulement d'être en accord avec les données, mais aussi de prédire l'existence de nouveaux phénomènes physiques qu'on n'aurait pas pu détecter si une théorie ne les avait pas annoncés. Non seulement les équations d'Einstein ont résisté à toutes les nouvelles données qui auraient pu les contredire, obtenues par des satellites ou par des télescopes, mais en plus elles ont permis de prédire l'existence d'objets qu'on n'avait jamais vus ou de phénomènes qu'on n'avait jamais observés, qu'on a fini par détecter. Par exemple, les ondes gravitationnelles, détectées en 2016 pour la première fois, alors qu'elles avaient été prédites par Einstein dès 1916. Et puis les trous noirs, dont on a aujourd'hui des images, alors qu'elles sont prédites par les équations d'Einstein. Mais Einstein lui-même n'y croyait pas, c'est une autre histoire dont nous parlerons peut-être une autre fois.